Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. On est ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale. À mes côtés ce soir, Lou Fritel et Laurent Guimier. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec moi. Tout de suite, c'est le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une l'horreur en pleine salle de classe. Un élève de 14 ans a blessé à l'arme blanche une enseignante ce matin dans un collège de Benfeld dans le Bas-Rhin. La victime a été blessée au visage, son agresseur a été arrêté. La communauté éducative est à nouveau sous le choc. Et on se demandera ce soir où en sont les dispositifs pour sécuriser les écoles, comment endiguer cette violence des jeunes. On va en parler avec nos trois premiers invités ce soir. Carole Zerbib, proviseure et membre du syndicat des personnels de direction SNPDEN. Bonsoir madame et Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, Sylvain Berrios, député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Bonsoir. Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat enseignant UNSA. Bonsoir et merci d'être là. Et nous sommes en direct également avec Mélène Descambales, qui est psychologue de l'éducation nationale, en direct avec nous depuis Rennes. Bonsoir madame et merci d'être avec nous. Bonsoir. À suivre aussi dans Chaque Voix compte, quelle histoire ce sera à 20h05 avec Laurent Guimier. Quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter ce soir, Laurent? L'image de Sébastien Lecornu qui brandit une tronçonneuse en forme de tweet pour dégraisser le mammouth de l'État. Ce qui nous amènera à la deuxième partie de Chaque Voix compte, la question qui fâche. Toujours pas de fumée blanche à Matignon. Le Premier ministre poursuit ses consultations. Il a reçu ce matin les syndicats qui en sont ressortis gros gens comme devant et qui annoncent une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre. La méthode Lecornu montre-t-elle déjà ses limites? Nous attendons vos questions ou vos réflexions. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche ici. On en débattra avec Fabienne Rouchy, secrétaire confédérale de la CGT, Julien Aubert, vice-président des Républicains, et François Cornier-Bouligeon, député Ensemble pour la République du Cher. Et puis Lou Fritel, elle, va nous emmener dans les coulisses de Matignon ce soir. Bah oui, à défaut d'avoir un gouvernement, au moins on a un cabinet complet, celui du Premier ministre. Donc on va décortiquer un peu tout ça. Et puis à 20h30, ce sera Bourbon Express ce soir avec Marco Pommier, le journal de l'Assemblée nationale. Vous verrez qu'on a parlé foot et parking d'hôpitaux au Palais Bourbon. Si, vous saurez tout à l'heure avec Marco. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. On s'est réveillé ce matin en ayant très envie de revoir un vieux film avec Claudia Cardinal. Et puis la réalité nous a rattrapés dès 8h avec un mauvais film qu'on a déjà beaucoup trop vu. Une enseignante poignardée en classe par un élève. Ça s'est passé dans un collège du Bas-Rhin. L'élève de 14 ans a été arrêté. La victime enseigne la musique. Elle a 66 ans. Elle est blessée au visage. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle est encore hospitalisée ce soir. Je voudrais d'abord vous demander à tous les trois quelle a été votre première réaction ce matin en apprenant ce drame. Carole Zerbib. La stupéfaction, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a eu un incident grave avec une arme blanche dans un établissement scolaire, c'est-à-dire qu'un élève a fait l'usage, porté sur lui cette arme et en a fait usage. C'est vrai que ça nous questionne. Et les questions, on va les poser ce soir. Gilles Langlois, comment vous avez appris et réagi ce matin? Écoutez, c'était la consternation, hein, et tout de suite une pensée d'abord pour la victime. Parce que c'est bien une tentative, on a tenté de la tuer avec une arme blanche dès le matin alors qu'elle faisait son métier. Une femme qui avait fait toute sa carrière dans l'éducation nationale, qui était à quelques mois de la retraite, c'est encore plus terrible. On pense bien sûr à sa famille, à tous les collègues et à tous les parents d'élèves, les élèves et à toute la communauté éducative. Sylvain Berrios. Oui, c'est une sidération, bien sûr, vis-à-vis du corps enseignant qui ne peut pas continuer à être comme ça dans cette peur permanente qui est réelle. Hein, ce n'est pas la première attaque au couteau. Mais aussi une sidération lorsqu'on apprend le parcours du jeune. Qu'est-ce qui vous sidère dans son parcours? Ça marque une forme d'échec. C'est un enfant qui aurait dû être pris en charge par les services publics. C'est un enfant qui avait donné des signes, sinon d'agressivité, en tout cas de violence potentielle. C'est un enfant qui avait des troubles lui-même et on ne l'a pas suivi de façon vulgaire. On pourrait dire qu'on l'a on l'a raté. On est passé à côté d'une situation qui aurait dû tous nous alerter. Et donc, ça doit nous questionner. Donc, c'est une double sidération. Et je pense que ça doit nous amener à réfléchir, dire qu'il ne faut plus jamais ça ne suffit pas. Dire qu'il faut des portiques, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on doit prendre conscience que le mal est beaucoup plus profond.
On va y revenir dans un instant, mais en effet, les mêmes questions se posent toujours. Comment endiguer cette violence? Comment protéger nos enseignants? La ministre démissionnaire de l'Éducation, Elisabeth Borne, s'est rendue ce matin dans ce collège de Benfeld, où a eu lieu l'agression. Thibaut Enoch. Il est 8h15 ce matin dans ce collège du sud de Strasbourg, quand un élève de 14 ans armé d'un couteau poignarde une enseignante. J'ai entendu un cri très aigu, mais qui était un peu étouffé. Tout le monde a couru. On est tous allés dans la salle polyvalente pour appeler les parents. L'agresseur a été rapidement interpellé. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé, mais devant l'établissement évacué, élèves, enseignants et parents disent leur sidération. Comme quoi ça se passe pas qu'à la télé, quoi. On n'est jamais tranquille. Les enfants partent le matin, tout allait bien, quoi. Je ne pensais pas qu'une heure et demie après, je recevrais un appel comme ça. En début d'après-midi, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place. Moi, je veux le dire très clairement, la violence n'a pas sa place à l'école. Un discours de fermeté teinté d'impuissance. Cette attaque au couteau dans un établissement scolaire est la 3e de l'année, après les drames de Nogent en juin et de Nantes au mois d'avril, déjà à l'arme blanche. Les victimes étaient alors décédées. Je vous invite à observer une minute de silence. Des attaques alors qualifiées de vagues et de phénomènes par le Premier ministre François Bayrou, qui avait demandé un rapport pour tenter d'y répondre. Nous ne pouvons pas demeurer les bras baissés devant ce qui est en train de se passer. Parmi les mesures alors annoncées par le gouvernement figure une interdiction de la vente d'armes blanches aux mineurs. Des fouilles aléatoires ont aussi été mises en place. Enfin, le gouvernement s'est dit ouvert à tester l'installation de portiques à l'entrée des établissements. L'école doit être considérée comme un lieu sacré. Un volet répressif doublé d'un plan sur la santé mentale des jeunes et d'un dispositif de prévention pour détecter les élèves fragiles. Autant d'annonces restées pour l'heure à l'état d'intention. On va reparler avec vous trois de ces différentes annonces. Gilles Langlois, d'abord, ce qu'on percevait ce matin dans la bouche d'Elisabeth Borne, c'est effectivement cette impuissance face à la répétition de ces drames. Vous, en tant qu'enseignant, en tant que syndicat UNSTA enseignant, vous sentez aussi cette impuissance face à cette violence qui est maintenant entrée dans l'école ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça devient malheureusement des phénomènes qui ne sont pas exceptionnels. Vous l'avez rappelé, 3 événements cette année, 4 si on rajoute ce qui s'est passé à Antibes. Il n'y a pas de fatalité. Il y a effectivement les pouvoirs publics qui font un certain nombre d'annonces. On a parlé du plan santé mentale qu'avait annoncé la Première ministre. Mais on voit bien qu'en termes de calibrage par rapport à ce qui peut être fait dans l'école, c'est extrêmement insuffisant. Quand vous voyez le nombre de médecins qui restent à l'école, plus de la moitié qui ne sont pas présents, quand vous voyez le nombre de collègues psychologues de postes qui ne sont pas pourvus, quand vous voyez les difficultés de travail pour les assistantes sociales, les sous-effectifs, on voit bien que déjà à l'intérieur de l'école, tout n'est pas mis. Et dans un temps, on nous dit que c'est la priorité absolue, qu'il faut tout faire, qu'on ne peut pas accepter, que c'est inacceptable. Alors bien sûr, on partage, mais on ne peut pas faire que du constat. Et après, on avait eu une présentation et des amorces par l'ancien Premier ministre de mesures pour le budget de l'Éducation nationale qui nous annonçaient déjà qu'on allait sans doute perdre plusieurs milliers de postes. Et donc on ne répond pas. Et en plus, la question n'est pas que celle de l'école. L'école, c'est un réceptacle. Elle va recevoir des choses qu'on observe. Le problème des armes blanches, dont on a une tragique illustration aujourd'hui, c'est aussi un problème que vous avez dans les villes, y compris dans les petites villes de province aujourd'hui. C'est des problèmes de société. Et lorsqu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on accompagne la jeunesse, à la fois à l'école, mais aussi en dehors de l'école, on va se rendre compte que tous les services d'ASE sont complètement débordés. L'aide sociale à l'enfance. Exactement. En l'occurrence, le collégien de 14 ans suspecté de l'agression venait d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance où il avait été placé il y a quelques mois. Il avait été aussi placé là, d'après les informations qu'a communiqué le procureur, parce qu'il avait été sorti d'une famille d'accueil maltraitante. Donc on voit bien que même le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, ils n'ont pas les moyens. Il y a une chaîne de dysfonctionnement. Et je vous parle du côté services sociaux, mais il faut voir aussi l'accompagnement qui peut être décidé par la justice. Lorsque vous avez des enfants en danger, on sait très bien que le nombre de magistrats qui s'occupent des enfants sont en nombre très insuffisant. Mais est-ce que vous diriez ce soir que ce collégien de 14 ans, en réalité, il n'avait rien à faire dans cette salle de classe, qu'il aurait dû être pris en charge différemment ?
Là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout un écosystème autour de l'école pour répondre. Lorsque vous avez des problèmes psychologiques, il suffit de regarder l'état actuel de la pédopsychiatrie en France. C'est catastrophique. On manque de professionnels partout. Alors vous pouvez avoir des structures de soins, mais quand il n'y a plus de psychiatres ou de pédopsychiatres pour les faire fonctionner, ça ne marche pas. Vous pouvez faire des coups-de-fil, comme a annoncé dans son plan la ministre de l'Éducation nationale, mais si c'est pour que tous les autres enfants ne soient pas suivis, donc on a un problème d'investissement, de sous-traitement, d'une question qui est devenue essentielle, qui est celle de la santé mentale dans notre société. Carole Zerbib, vous partagez le constat de Gilles Langlois? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un manque de personnel et comme le dit Gilles Langlois, on ne peut pas continuer à dire c'est un phénomène qui nous préoccupe et en même temps rogner sur les moyens et qu'il faudrait qu'on ait dans l'éducation nationale pour faire face à ce phénomène. Effectivement, il faudrait renforcer l'encadrement des élèves, mettre davantage de surveillants, davantage de CPE, davantage de psy-EN. Dans mon établissement, par exemple, le psy-EN vient uniquement une demi-journée par semaine. Mais j'ai une question toute simple. Pour accompagner des élèves en difficulté. Est-ce que si vous aviez ces personnels supplémentaires, cela empêcherait qu'un enfant entre dans l'école avec un couteau? Ça permettrait au moins de repérer les élèves qui sont en souffrance psychique. Mais en l'espèce, il avait été repéré, le rectorat a dit qu'il était très suivi et qu'il était en fragilité scolaire, qu'il était très suivi par l'équipe éducative de l'établissement. Ça veut dire qu'il y a des systèmes d'alerte qui n'ont pas fonctionné? Certainement, oui. Si l'élève est passé à l'acte, il y a peut-être. Mais en même temps, on ne peut pas non plus tout prévenir et tout anticiper. Voilà. Malheureusement, c'est ça aussi. Hein, c'est qu'à un moment, il y a un incident grave qui se produit et qu'on n'a pas pu anticiper. En tout cas, si on renforce la présence auprès des élèves et qu'on peut repérer les signes faibles. Et d'ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale y a bien compris, puisqu'elle nous a demandé de mettre en place un protocole de santé mentale. Alors justement, elle l'avait demandé ça au début de cette année. Un protocole santé mentale qu'elle avait demandé, elle a demandé au collège et au lycée de s'en doter d'ici à la fin de cette année. Vous, par exemple, vous êtes proviseur d'un lycée à Paris. Vous avez déployé un protocole santé mentale dans votre établissement ? Alors là, on était préoccupés par les opérations de rentrée, mais effectivement, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec l'équipe médico-sociale, la CPE, pour travailler ensemble à ce protocole de santé mentale. Et en quoi ça va consister au juste ? Eh bien, quand on a un élève, d'abord, comment est-ce qu'on repère un élève? Identifier les signaux qui permettent d'identifier, qui permettraient d'identifier un élève, sensibiliser les personnels et les élèves, parce que les élèves pourraient aussi nous dire, là, on a un camarade qui tient des propos un peu délirants ou qui semble ne pas aller très bien. Voilà, sensibiliser toute la communauté éducative à ces signaux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a un élève qui va mal? Voilà, qu'est-ce qu'on met en place autour? Sauf qu'on nous demande de mettre des choses en place sans moyens supplémentaires. Vous voyez, dans mon établissement, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont mal, on fait venir, en rémunérant cette personne sur nos moyens propres, une psychologue clinicienne. Mais on la finance avec les moyens de l'établissement, parce que la présence du psy-EN une demi-journée par semaine n'est pas suffisante pour prendre en charge tous les élèves qui vont mal. 7000 psychologues scolaires aujourd'hui en France. On a compté, ça fait 1 pour 1600 élèves. Voilà. On en a une avec nous justement, Mélène Descambales. Merci d'être là. Vous êtes donc psychologue de l'Éducation nationale. D'abord, que vous inspire le passage à l'acte de ce collégien de 14 ans ? C'est un nouveau drame qui montre effectivement les failles du système. Parce que qu'est-ce qu'on propose à nos élèves? Quel est le projet d'école pour les enfants d'aujourd'hui? Quel est l'avenir qu'on leur montre? Est-ce qu'on leur donne les moyens de s'épanouir? Est-ce qu'on répond à leurs besoins? Là, c'est une situation singulière, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas d'éléments. Ce que j'entends en tout cas qu'on parle d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est un drame, le manque de moyens de ces enfants qui sont déjà traumatisés par une situation familiale extrêmement maltraitante pour eux au minimum, et en plus qui n'a pas l'accompagnement suffisant. C'est vrai qu'on n'a pas assez de personnel, il n'y a plus assez de pédopsychiatres, il y a des listes d'attente même pour les urgences en pédopsychiatrie pour
des enfants qui sont, mais vraiment, qui sont suicidaires, qui deviennent violents, et en fait, ils détruisent tout parce qu'ils sont détruits à l'intérieur. Et il faut entendre cette souffrance. Moi, enfin, ça va dans le bon sens qu'on s'émeuve de tout ça, mais on le voit depuis longtemps. Là, c'est un nouveau drame et on est tous très affectés, évidemment. Ça nous montre aussi tout le pouvoir qu'on a si on se met tous ensemble en tant que communauté. C'est vrai que ces protocoles, c'est un premier pas, mais ça restera insuffisant parce que je crois qu'il faudra un petit peu faire une révolution copernicienne finalement, parce que on demande aux élèves de s'adapter à un système qui est peut-être pas ajusté à leurs besoins, c'est compétitif, on les trie, ils savent très bien, ils n'ont pas un sentiment de compétence. Les enseignants eux-mêmes, il faut qu'ils aillent bien, les enseignants, il faut que pour être performants, il faut aussi qu'ils aient des conditions de travail qui sont épanouissantes. Et c'est vrai que c'est l'ensemble d'une communauté où on inclut bien sûr les familles, toutes les ressources locales, tout le personnel qui travaille dans les établissements, qui est extrêmement précieux, il n'y a pas que les enseignants. C'est une alliance. Nous, il faut qu'on se mette tous ensemble pour éduquer nos enfants et pour leur proposer un environnement adapté à leurs besoins. Alors nous, en tant que psychologues, ce drame illustre toute cette souffrance qu'on voit, et comme vous le dites, madame, voilà, une demi-journée par semaine, c'est très nettement insuffisant. On ne peut pas se démultiplier. Mais par exemple, vous qui êtes psychologue de l'éducation nationale, moi, à mon époque, il n'y avait pas de psy à l'école. Quel est votre rôle exact? C'est-à-dire que vous avez un cabinet dans le lycée, la porte est ouverte et vient qui veut? Ou alors vous êtes proactif et vous allez vers des élèves que vous sentez en souffrance ou dont on vous a dit qu'ils étaient en souffrance et vous les convoquez? Alors, la pratique diffère selon les endroits. Moi, je suis dans le premier degré, mais on est aussi dans le second degré et aussi dans le supérieur. En fait, il y a tout un maillage préventif qui doit se mettre en place, et on fait des réunions en début d'année pour examiner les nouveaux élèves qui arrivent, faire le point sur les situations d'élèves, parce qu'il y a des élèves fragiles, des élèves en difficulté, et il y a des programmes qui se mettent en place. En ce moment, c'est tout le déploiement de l'enseignement de compétences psychosociales, c'est-à-dire le vivre ensemble de façon explicite. On essaye de trouver des projets qui fédèrent aussi les élèves, on essaye de faire tous ensemble ce genre de choses, mais les élèves, normalement, ont accès aux psychologues à leur demande. Dans le premier degré, il faut que ça soit avec l'autorisation des personnes qui ont l'autorité parentale, mais c'est vrai que normalement, on fait partie des équipes des écoles et les élèves peuvent venir nous solliciter en passant par leur famille, par leurs professeurs, et des fois c'est à la demande des familles. Carole on répond aux besoins, mais effectivement on n'est pas assez nombreux. Je crois aussi qu'il faut préciser, madame, vous, que les psychologues de l'éducation nationale ne sont pas là uniquement pour faire de la psychologie. Enfin, je veux dire, il y a aussi un volet important dans leur mission qui est l'orientation des élèves. Certains disent que les psys ont remplacé les conseillers d'orientation, c'est vrai? En fait, c'est les mêmes personnels. C'est-à-dire qu'avant, on les appelait les co-psys, les conseillers d'orientation psychologues. Maintenant, ce sont devenus les psy-EN, mais c'est les mêmes personnes. Et leur mission, c'est faire de l'orientation des élèves, informer, faire des informations collectives, faire des entretiens individuels sur les questions d'orientation et aussi voir les élèves qui sont en détresse ou en souffrance psychique. Voilà, il y a quand même deux volets dans leur mission, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement dédiés à la psychologie. Ce qui m'interpelle, c'est qu'un élève en souffrance, je ne suis pas certaine qu'il fasse la démarche d'aller voir un psy et de se confier à lui. Pas toujours, non. Je pense, mais vous avez rappelé le chiffre, quand vous voyez 7500... Un psy pour 1600 élèves. Ouais, exactement. On est dans une situation où on sait qu'on a explosé les problèmes. Depuis la crise Covid, mais même avant, on a une croissance exponentielle. Ça veut dire que sur les 11 200 000 élèves, on sait que des problèmes, on va dire d'ordre psychologique, pourraient toucher 10 à 20% des élèves scolarisés. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de réponse qui soit apportée qui soit à la hauteur des enjeux. On a un vrai sujet qui, même en population générale, on parlait il y avait récemment sur une antenne concurrente ce matin des chiffres qui tournaient autour de, que ce soit des problématiques de santé mentale, de l'ordre de 10 millions de Français qui étaient concernés. Et on voit bien que cette cause n'est pas prise en charge par la société pour apporter des réponses. Après, je pense qu'il faut... On est à l'Assemblée nationale. Mais oui, mais c'est... Il y a des législateurs. Je vais me tourner vers Sylvain Berrios. Ils vont travailler le budget. Vous entendez ce que dit Gilles Langlois?
Oui, mais j'entends bien ce que disent les uns et les autres, les unes et les autres, d'ailleurs. Cette affaire, en fait, pour moi, c'est une immense colère. Parce que ce jeune aurait dû être pris en charge par le service public, qu'on a appelé tout à l'heure l'aide sociale à l'enfance. C'est quand même 10 milliards d'euros par an. C'est 200 000 enfants. Voilà un enfant qui a été violenté dans sa famille d'accueil. Il arrive dans un foyer. C'est donc un enfant qui, par essence, porte en lui une blessure et une violence qu'il a subie. Et on ne l'a pas accompagné. Ou il a été mal accompagné. Oui, parce que le rectorat, encore une fois, précise bien qu'il était très suivi par l'équipe éducative. Dans les faits, cet enfant est passé à l'acte. Il n'y a que les faits qui comptent. Bien sûr. Donc, comment est-ce que nous sommes arrivés là avec autant de moyens déployés, avec autant d'alertes pour un enfant, qui va finalement passer à l'acte? Vous savez, vous avez 50% des troubles mentaux qui sont détectables avant 15 ans. On est exactement, il en a 14. Dans ce cas de figure-là. En fait, les constats, tous les constats ont été faits. Les constats sur l'exposition aux réseaux sociaux ont été faits. Il y a même eu une loi en 2023, c'est Laurent Marcangeli qui l'avait portée et qui a été votée sur la majorité numérique. Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'elle est appliquée? La réponse est non. Lorsqu'on a un enfant qui, aujourd'hui, le cas présent, qui relayait des propos, des signaux nazis, il n'a pas été l'inventer à l'école ou dans un foyer. Il a été le trouver quelque part. Est-ce que la majorité numérique, celle qui expose tous nos enfants à cette violence-là, est-ce qu'elle est respectée? La réponse est non. Aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Lorsque Naïma Mouchou fait une mission d'information et dit bah oui, attention, parce qu'on peut se procurer des armes partout. Oui. Quelle est la conséquence législative? Vous parlez justement du rapport de Naïma Mouchou, c'est un rapport... Lorsque Nathalie Colin-Osterlé nous dit mais attention, nous sommes dans une situation où la santé mentale de ceux qui sont pris normalement en charge par l'aide sociale à l'enfance est en train d'exploser. Mais vous venez d'évoquer le rapport de Naïma Mouchou. Oui. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu, pardon, parce que c'est un rapport donc, que François Bayrou lui commande le 24 avril dernier. Oui. Il mandate cette mission baptisée Mineurs Armes Blanches. Oui. Cette mission rend son rapport à la fin du mois de mai. Est-ce que vous vous souvenez de ce que disait ce rapport? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ses préconisations? Oui. Le déploiement de la vidéosurveillance. L'interdiction de la vente directe ou en ligne des armes appelées armes zombies, c'est-à-dire des couteaux, vous savez, à double tranchant qui avaient notamment servi dans une des attaques au couteau cette année. Un durcissement de la réponse pénale et pas de téléphone portable à l'école et au collège. Qu'est-ce qu'on a fait de ces préconisations? Et pas uniquement. Il y avait également la caractéristique des enfants qui portaient un couteau avec eux. Il y en avait 3. Ceux qui avaient peur, ceux qui attaquaient et ceux qui étaient dans une situation de santé mentale. Il y avait ça dans le rapport. Alors, ensuite, les conclusions, c'était, oui, attention, on doit faire en sorte qu'on ne puisse pas se procurer, notamment les fameux zombies, sur Internet. Je vous pose la question, oui. Monsieur le député. Oui, qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? Qu'est-ce qu'on a fait de ces préconisations? L'instabilité existante fait qu'on n'a pas légiféré. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que je suis très en colère. Parce qu'il y a quand même des situations où on peut légiférer, où on n'a pas besoin d'un énorme consensus, d'un énorme compromis pour avancer sur des sujets dont tout le monde est d'accord. Parce que dans la mission qui avait été dirigée par Naïma Mouchou, il y avait d'autres parlementaires de tous horizons. Lorsque la loi sur la majorité numérique a été votée, il y avait tous les parlementaires l'ont voté. Donc il y a une forme de consensus, certains disent des compromis, des consensus, je ne sais pas comment appeler ça. Tout le monde est d'accord. Enfin, ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, c'est qu'on a une assemblée qui ne fonctionne plus. Mais rien ne nous empêche d'avancer. Vous comprenez ça, Carole Zerbib, en tant que proviseur de lycée, qu'en gros, c'est l'instabilité politique? Sur la SE, c'est quand même, encore une fois, 10 milliards d'euros pour 200 000 enfants. Et aujourd'hui, on n'est pas en situation de suivre les enfants.
Carole Zerbib. Oui. Vous dites aujourd'hui l'école est victime aussi, elle aussi, de l'instabilité politique. On l'a dit au SNP2N UNSA, cette instabilité politique est quand même compliquée pour l'école parce qu'à l'école, quand on met en place des politiques publiques, on a besoin qu'elles s'inscrivent dans la durée, on a besoin d'une stabilité. Et c'est vrai que cette instabilité provoque... c'est compliqué. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur la question des réseaux sociaux. Il y a une banalisation de la violence. Les jeunes ont accès à des images violentes. Ils sont en permanence sur ces écrans qui sont sans aucun filtre. Alors on essaie à l'école, puisque notre mission, elle est d'éduquer. On essaie de décrypter avec eux ces images, mais il y a plein de choses qui nous échappent. Et le fait d'être constamment sur le téléphone, alors c'est interdit à l'école primaire et au collège, mais pas au lycée. Donc on a quand même des élèves qui sont constamment sur le téléphone au lycée. Moi, les élèves, ils sont assis à la pause ou pendant les récréations, ils sont assis les uns à côté des autres. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ils sont sur le téléphone. Donc peut-être aidons nos élèves, aidons nos enfants à retrouver du lien social, à se débarrasser de cette addiction du téléphone, au moins quand ils sont des 8 heures ou je sais pas, ou 9 heures où ils sont en établissement scolaire. Je voudrais, là je pense à une phrase d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui disait que regarder le visage de l'autre empêche la violence, empêche de tuer. Eh bien, amenons nos élèves à se regarder et à retrouver un peu de fraternité et d'altérité. Voilà, regardons l'autre. Là, on entend que vous êtes dans la prévention. Il avait aussi été question, un temps, beaucoup, des fameux portiques de sécurité. Aujourd'hui, on a cherché, des portiques, il n'y en a pas. Des portiques, il n'y en a nulle part. Il y a des lycées qui sont équipés de tourniquets, en fait, où les enfants badgent pour éviter en fait les intrusions de personnes étrangères à l'établissement. Mais point de portique à l'horizon. Reportage au lycée Bergson, c'est dans le 19e arrondissement de Paris, avec Clément Perrault et Pierre Beretta. C'est un non clair et net pour ces enseignants d'un collège-lycée du nord-est de Paris. Installer des portiques de sécurité à l'entrée de l'établissement n'aurait pas de sens. Moi, ce que je demande, c'est des êtres humains, c'est du personnel qui soit en chair et en os, qui ait un cerveau, qui ait des sentiments, qui soit capable de s'intéresser à d'autres êtres humains. Henri Bergson est une grosse cité scolaire, plus de 2000 élèves. Les assistants scolaires, communément appelés les pions, ne sont qu'une quinzaine selon cet enseignant. En recruter davantage lui paraît plus prioritaire que des portiques. Il y a un jeu quand même, j'ai envie de dire politicien, c'est que le portique de sécurité permet de faire une annonce, nous défendons la sécurité, ce que ne permettrait pas de faire l'embauche de personnes humaines. Un autre manque, c'est l'assistante sociale. On a fait une rentrée scolaire sans assistante sociale. Et l'assistante sociale est l'oreille à l'écoute des élèves qui iraient mal dans leur peau. Et chez les élèves, eh bien, pas plus de succès pour l'idée des portiques, hors de question même, selon ce groupe d'ados. C'est ridicule étant donné qu'on a des ciseaux, on a des ceintures, les boucles de ceinture sont en métal, on a des bijoux, ça peut être du métal, enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. On est tous déjà quand même assez contrôlés sur l'entrée et la sortie, savoir quand même si on appartient à l'établissement et tout, mais c'est pas en mettant des portiques de sécurité qu'on va sortir plus en sécurité. Il y a des couteaux à la cantine, monsieur, donc il y a des couteaux dans l'établissement, évidemment. C'est pour couper nos steaks, on va pas les couper avec une fourchette, donc c'est compliqué. Il y a des gens avec des problèmes psychologiques qui peuvent agresser des personnes. Si on a dans le lycée, il faut les aider avec des psychologues, etc. Et s'ils sont dangereux, juste les sortir du lycée. Mais c'est pas avec des portiques en plus qui vont coûter super cher à l'État, qui est déjà méga endetté, qu'on va résoudre la situation. La remarque n'est pas inutile. Un portique de sécurité détecteur de métaux coûte au minimum 2 000 €. Sylvain Berrios, on est d'accord que cette histoire de portique aujourd'hui, elle est enterrée, on n'en parlera plus. D'abord, je vous rappelle que, hélas, il y a eu un cas précédent tout aussi dramatique qui s'est fait en présence de policiers, de gendarmes à l'époque, et de fouilles de sacs. Vous parlez de l'agression de la surveillante de Nogent en Haute-Marne. Donc, en fait, cette question du contenu des sacs, de mon point de vue, il commence à la maison. Il commence à la maison. Enfin, pour des enfants au collège,
la question de savoir ce que les enfants emmènent à l'école et l'œil que les parents peuvent avoir vis-à-vis de ce qui se passe dans le sac de leurs enfants peut être posée également. Mais l'hypothèse qu'on ait des portiques partout et que ça règle la situation est inexacte. La souffrance du jeune homme, encore une fois, qui est passé par une situation dramatique dans une famille d'accueil puis en foyer, n'est pas résolue par un portique. Il est résolu par l'aide sociale à l'enfance qui n'a pas fait son job. Carole Zerbe, vous avez déjà confisqué des couteaux dans votre lycée? Oui. Oui. De quelle façon? C'est-à-dire vous avez surpris des élèves avec des couteaux et vous leur avez dit tu me donnes ça? Alors le dernier qui a été confisqué, vous savez, dans le cadre du plan Vigipirate, les élèves ouvrent le sac à l'entrée et là on a trouvé un couteau, puis il y en avait un autre avec un marteau. Bon, voilà. Donc ce contrôle visuel des sacs, il est plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sanctionné? Ah oui, bien sûr. Quoi, il y a eu un conseil de discipline? Bien sûr. Il y a des règles établies, hein. Excusez-moi, Madame la Présidente, mais lorsque dans Val-de-Marne, c'est 267 couteaux qui ont été saisis au cours de l'année scolaire précédente. Et lorsqu'il y a un acte, un couteau qui est saisi, c'est un passage en conseil de discipline obligatoire. C'est une obligation. En fait, là, de ce point de vue-là, la règle est établie. Et la règle est établie. Mais la question, c'est, excuse-moi, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille avec nos élèves? Notre métier, notre cœur de métier, c'est de faire de l'éducatif. Voilà, comment est-ce qu'on travaille avec nos élèves? Comment on les éduque? Comment on leur explique? Comment on fait de la prévention? Parce que, voilà, moi, je rejoins ce que vous disiez, monsieur, c'est les portiques, nous ne sommes pas du tout favorables, et puis ça posera d'autres problèmes. Enfin, on ne voit pas bien comment on va pouvoir gérer l'entrée des établissements scolaires avec des portiques. Voilà, oui, surtout si ça fait comme à l'aéroport, il va falloir prendre le temps. Hein. Voilà, merci à tous les trois et merci même à tous les quatre. Merci à Mélène Descambal d'avoir été avec nous depuis Rennes. Merci vraiment d'être venu débattre de ce sujet ce soir dans Chaque Voix compte. À suivre la question qui fâche. À quoi joue Sébastien Lecornu? On va en débattre avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, c'est Quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Chaque soir, Laurent nous raconte l'envers du décor, le dessous des cartes derrière une image. Et ce soir, Laurent, vous nous racontez comment notre nouveau Premier ministre s'inspire d'Elon Musk pour réformer l'État. Oui, ça s'est passé sur le réseau social X il y a 5 jours. Regardez ce message de Sébastien Lecornu qui annonce la création de la mission, je cite, « État efficace ». C'est une toute petite équipe de 2 hauts fonctionnaires, messieurs Duhamel et Morin, logés à Matignon et qui sont chargés de ratiboiser, si je puis dire, tout ce que l'État compte de délégations interministérielles et autres comités Théodule. 2 objectifs, un État plus efficace pour nous les citoyens et puis qui coûte moins cher. Et ça, forcément, ça nous rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis au début de l'année quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Oui, avec le milliardaire Elon Musk, vous vous en souvenez, dans ses valises, bombardé à la tête du DOGE, acronyme de département de l'efficacité gouvernementale, une structure chargée, elle aussi, de mettre de l'ordre dans le fonctionnement de l'administration. Alors, il n'y a pas de coïncidence, hein, évidemment, lorsqu'il poste son message la semaine dernière, notre nouveau Premier ministre s'attend à ce qu'on fasse le rapprochement, et je pense que c'est voulu. Regardez le nom des 2 structures, le mot efficacité est utilisé dans les 2, le timing est le même. Fin janvier à Washington et la semaine dernière, ici, c'est la première action concrète qui a été annoncée. Et puis, des résultats arrivent tout de suite. À Washington, vous vous souvenez, du vent de panique dans les bureaux quand les hommes de Musk ont déboulé. Chez nous, alors évidemment avec des modalités quand même assez différentes, il y a quand même 7 structures administratives qui sont tombées dès le premier communiqué de Matignon. Oui, bon, ok. Est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt voir Sébastien Lecornu brandir une tronçonneuse à la façon d'Elon Musk ou du président argentin Milei? Alors, une fois n'est pas coutume, Adeline, je m'avance. Je crois pouvoir vous dire non. Oh. La phase 1 de son plan est plutôt réussie. Le message « on taille dans le millefeuille » est bien passé, notamment dans les médias. Pas besoin de photos de tronçonneuse. Et aussi parce que la phase 2 est autrement plus périlleuse. Sur ce sujet, le Premier ministre doit éviter le syndrome de l'annonce gadget. Et il le sait, et il l'a prouvé parce que Valérie Brochard nous en parlait dans Bourbon Express hier soir. 4 jours après le début de la mission, rebelote, 2e salve de décision, avec toujours dans le cadre de cette mission État efficace, le gel des dépenses de com des ministères. Et pour vous prouver tout ça, Adeline, est-ce que vous êtes prête à monter avec moi dans la machine à remonter le temps? Embarquez-moi. Automne 2024, proposition de loi supprimant une vingtaine de comités Théodule. Mai 2004, Éric Woerth, secrétaire d'État à la réforme de l'État, promet de faire tomber 350 commissions qui ne servent à rien,
dont la commission du peuplier ou le Conseil national du froid. Il en reste encore, mais on a quand même pas mal élagué, si je puis dire. On redescend encore, mars 1947. Le gouvernement Ramadier instaure la commission de la hache. Autre temps, autre mœurs. On sort de la guerre, il faut remettre l'État à flot et puis aussi finir d'épurer l'administration. Mais en 1948, l'année d'après, cette commission de la hache devient la commission de la guillotine. C'est vraiment appelé comme ça? Oui, oui, c'est comme ça que ça s'est appelé. 50 000 postes de fonctionnaires sont supprimés. Donc on a pu le faire. Hein. On peut remonter encore plus loin ou on s'arrête là? Alors Adeline, on remonte jusqu'à Versailles, à la cour, sous l'Ancien Régime, parce que souvent, y compris dans notre bonne République, beaucoup de choses trouvent leurs racines et leurs sources à Versailles. 1787, Louis XVI demande à l'un de ses ministres de faire le ménage dans l'administration. Le ministre supprime les pousse-fauteuils, et puis les cravatiers aussi, qui sont là pour... C'est des hommes qui faisaient les nœuds de cravate qui apportaient la cravate, les boutons de manchette et qui la posaient. Ils étaient là depuis Louis XIV, c'est-à-dire que s'étaient instaurées des habitudes et des métiers qui ne servaient plus à grand-chose, mais qu'on avait conservés. Ce ministre s'appelait le cardinal de Brienne. Brienne, comme l'hôtel du même nom. Alors, il appartenait au frère du cardinal. Ça n'était pas le cardinal, mais enfin, c'est quand même son frère. Et l'hôtel de Brienne, évidemment, c'est le ministère des Armées, là où Sébastien Lecornu a vécu pendant 3 ans, 4 mois et 3 jours. Et c'est là, sans doute, que le futur Premier ministre a mûri ce sujet de l'État mammouth, qui, je crois, est aussi simple à comprendre pour les citoyens que difficile à résoudre. Quelle histoire! Merci Laurent Guimier. On passe à la question qui fâche. Je salue nos 3 invités qui nous ont rejoints sur le plateau de Chaque Voix Compte. Bonsoir Fabienne Rouchy, merci d'être là, secrétaire confédéral de la CGT. Julien Aubert, vice-président des Républicains, est aussi avec nous. Et François Cornier-Bouligeon, député Ensemble pour la République du Cher. Merci d'être ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Petit retour en arrière, mais alors on ne va pas jusqu'à Versailles. C'était il y a 2 semaines, souvenez-vous, Sébastien Lecornu s'installait à Matignon. Depuis motus et bouche cousue, le nouveau Premier ministre tweet, certes. Il n'a donné qu'une discrète interview à la presse locale. En fait, il consulte sans faire d'annonce. Les syndicats en ont été d'ailleurs pour leurs frais ce matin. Cette stratégie peut-elle se retourner contre Sébastien Lecornu? Eh bien, c'est Stéphanie Despierres qui pose ce soir la question qui fâche. Dans la question qui fâche ce soir, un rendez-vous très attendu. Ce matin, tous ensemble, les 8 syndicats de salariés franchissent le seuil de Matignon avec l'espoir d'obtenir des réponses à leurs revendications. Après des rencontres en face à face il y a des jours, cette fois le Premier ministre les reçoit en même temps. 2h30 plus tard, ils ressortent, tous ensemble et à l'unisson. C'est une occasion manquée. Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire sur la question de l'année blanche, sur le doublement des franchises médicales, sur la suppression de 3000 postes de fonctionnaires. Il ne nous a pas dit que ces pistes étaient enterrées, ce qui signifie que ces pistes, malheureusement, sont toujours sur la table. C'est donc une occasion manquée. L'intersyndicale appelle donc à une seconde journée de mobilisation jeudi, le 2 octobre. La semaine dernière, au moins 500 000 personnes ont manifesté selon la police. Les syndicats espèrent faire encore mieux la semaine prochaine. Au-delà des questions sans réponse, le doute s'installe aussi sur la méthode Lecornu. On a un Premier ministre qui nous dit voilà, je vais changer la méthode, mais finalement je n'ai aucun pouvoir par rapport à ce qui va se passer au niveau du budget. C'est le Parlement qui a la main. On pense que là, il n'a pas pris ses responsabilités. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Sébastien Lecornu et les syndicats, c'est l'impasse? C'est l'impasse, Fabienne Rouchy. Je ne sais pas si on peut parler d'impasse. En tout cas, nous avons été forcément un petit peu déçus de n'avoir absolument aucune précision ni aucune réponse claire à nos questions qui l'étaient pourtant, nos questions partagées par l'intersyndicale. Bon, ce que nous dit M. Lecornu, c'est qu'il réfléchit, qu'il va voir. Bon, ok, mais après des manifestations qui ont quand même, et des grèves dans beaucoup d'entreprises qui ont quand même rassemblé plus d'1 million de personnes dans la rue, ben, ça nous semble un petit peu léger d'en tenir aussi peu compte. En fait, il vous a écouté, mais vous n'êtes pas sûr qu'il vous ait entendu.
C'est ça, oui. Bon, il nous a proposé de nous rencontrer à nouveau de manière bilatérale avant le 2 octobre. Oui, en effet. Alors, c'est justement, on l'a appris juste avant cette émission. Sébastien Lecornu annonce qu'il va adresser aux partenaires sociaux dans les prochains jours un courrier pour leur demander leur contribution sur 5 thématiques avant de vous revoir de nouveau. Donc, les 5 thématiques, c'est le financement de la protection sociale, la réindustrialisation, la souveraineté économique, les conditions de travail et la qualité de vie au travail et le renforcement du paritarisme. Vous êtes prêt à retourner le voir pour évoquer à nouveau ces 5 sujets? De toute façon, nous ne reviendrons pas le voir en bilatéral. Si nous sommes en intersyndical, nous allons continuer à l'être pour parler notamment de ces 5 sujets-là. Mais ils ont déjà été abordés avec M. Lecornu à plusieurs reprises. Donc effectivement, s'il n'y a absolument aucune réponse, s'il ne part pas d'une page blanche en ne mettant pas à la poubelle tout ce qui était prévu, notamment dans le budget Bayrou, ça sera très difficile de pouvoir avancer sur toutes ces questions-là avec lui. François Grenier-Bouligeon, à quoi joue Sébastien Lecornu avec les syndicats? On a du mal à comprendre. Là, il demande à les revoir alors qu'il les a vus ce matin. Je crois, Adeline François, que le Premier ministre Sébastien Lecornu ne joue pas. Parce que nous sommes tous conscients de l'état dans lequel est notre pays. Mais c'est symptomatique ce que nous voyons ici. Nous sommes tellement plus habitués au dialogue. Nous sommes rentrés dans une culture de la manifestation, c'est un droit constitutionnel que nous protégeons, de l'affrontement, de la polémique. Et nous avons un Premier ministre qui est dans une posture d'humilité, d'écoute, de dialogue, et ça surprend tout le monde. Eh bien, ça ne devrait pas nous surprendre, parce qu'en réalité, d'abord, notre pays est dans une situation qui est difficile, avec une dette publique qui est énorme, avec des enjeux qui ne le sont pas moins. Mais les Français ont voulu, et moi je suis un démocrate, nous sommes dans une démocratie représentative, il n'y a pas de majorité pour personne à l'Assemblée nationale. Et donc nous devons bâtir des compromis, nous devons nous parler, chacun doit faire un pas l'un vers l'autre et se dire que nous devons placer l'intérêt de la France au-dessus de l'intérêt de nos partis ou de nos syndicats. C'est ce que les Français nous demandent et nous sommes prêts à le faire. Mais on a eu l'impression à la sortie de la réunion avec les syndicats à la mi-journée que les syndicats avaient fait un pas vers Sébastien Lecornu, physiquement même, en allant le voir à Matignon. Ils sont sortis en disant, bah, voilà, on lui a dit les choses et lui, il nous a rien répondu. Non, mais les syndicats sont dans leur rôle. Moi, je connais très bien Sébastien Lecornu parce que je suis rapporteur budgétaire des crédits de défense. Et donc, je le connais depuis l'hôtel de Brienne dont on vient de parler, dans son rôle de ministre des Armées. Et nous avons bâti ensemble une très grande loi de programmation militaire. Et j'ai vu les capacités de dialogue et de construction de M. Lecornu. Oui, il avait réussi à passer 149.3. Voilà, et en étant capable de parler depuis la gauche, voire même la gauche de la gauche, jusqu'à la droite et la droite de la droite. Très bien, puisque vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment avec les syndicats? On voudrait comprendre de multiplier ces consultations sans faire d'annonce. C'est-à-dire, il remplit ses cahiers de toutes les propositions qu'il reçoit et il va en faire quoi? Moi, je pense qu'il veut éviter la rupture. Et c'était peut-être une stratégie qu'il pouvait y avoir avant. Et nous n'avons, c'est quasiment la dernière chance. Quand on regarde bien, si nous ne voulons pas le chaos dans notre pays, si nous voulons refuser les démarches séditieuses de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Donc lui, il cherche à bâtir par le dialogue des compromis. Et un compromis, ça veut dire que vous aurez des satisfactions, chère Madame de la CGT, mais vous aurez aussi des insatisfactions et ce sera la même chose pour moi. Mais nous ferons un pas vers l'autre, l'un vers l'autre, pour essayer de trouver une solution pour notre pays et pour essayer de gouverner la France jusqu'en 2027. Moi, je préfère la construction au chaos. Et les concitoyens que je rencontre dans le Berry, mais partout, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, plus de 70% des Français veulent que nous fassions un effort et que nous trouvions un compromis. Eh bien, bâtissons-le, et je crois que c'est ce que fait Sébastien Lecornu. Julien Aubert, vous êtes prêts, vous, au compromis ? Le compromis, c'est généralement un signe d'intelligence. La compromission, en revanche, c'est un signe de lâcheté. J'ai l'impression que c'est un peu le Petit Prince. Vous savez, le Petit Prince rencontre le renard et tous les jours, il se rapproche sur le banc de manière à forger une amitié. La difficulté de l'opération, actuellement, c'est qu'il n'y a pas de majorité politique. Et donc, il essaye de mener simultanément un dialogue avec des partis politiques pour bâtir, un programme, un socle, etc. Et de l'autre, il discute avec des syndicats qui ont des demandes légitimes,
mais qui ne peuvent être de toute façon, je dirais, garanties qu'une fois qu'on a trouvé un budget ou de quoi faire passer un budget. Et donc, je dirais, la première complexité, c'est courageux de sa part, hein, il fait preuve d'ouverture. Alors, on dit. Oui, il a même dit devant les syndicats qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, il est un Premier ministre en suspension. Donc l'enjeu, c'est de dire aux syndicats, à la gauche, à la droite, voilà, dites-moi si on reste et on continue ou si je tombe. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il fait un peu, vous savez, ces arts martiaux chinois, où c'est l'art de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut utiliser votre faiblesse comme force. Se sachant faible, il le met en scène comme un homme seul, qui reçoit toutes les forces en disant, voilà, je vais être cet honnête broker qui va essayer de trouver une solution. Maintenant, je crois que derrière, François Bayrou avait au moins une chose qu'on ne pouvait pas lui enlever, c'est qu'il avait dit qu'il faut d'abord établir un diagnostic. Il se trouve qu'il y a des gens qui ne partagent pas le diagnostic sur l'urgence de la dette, etc. Une fois qu'on est d'accord avec le diagnostic, on peut effectivement essayer de trouver des solutions. Voilà. Mais plus on attend, plus on perd de temps, et plus nos concitoyens qui tous les jours se débattent dans la question de pouvoir d'achat, de crise économique, de perte d'emploi, trouvent que ce système où on passe son temps à faire des conclaves, mais où il n'y a jamais de fumée blanche, eh bien, ça donne envie de ne plus aller à la messe. Il y a François Cormier-Boudigeon qui veut vous répondre. Mais non, mais donnons un exemple concret à nos concitoyens. La gauche veut la taxe Zucman. Je crois que maintenant, tous les Français ont bien compris que la taxe Zucman, elle est contre-productive. Mais nous voulons tous les Français veulent une meilleure justice fiscale. Ils veulent une meilleure progressivité de l'impôt. Ils veulent que les ultra-riches ne puissent pas s'extraire de l'impôt. Donc, essayons de trouver une taxe qui réponde aux objectifs, mais qui ne soit pas une catastrophe pour l'investissement dans l'outil industriel et donc pour l'emploi. Parce que nous voulons une France du plein emploi. Nous voulons que les Français vivent dignement grâce à leur emploi. Et donc, nous avons besoin d'investisseurs. Donc, non à la taxe Zucman, mais oui à trouver une solution ensemble d'une taxe qui soit plus progressive, plus redistributive. Donc, nous sommes prêts au dialogue. Oui, c'est un bon exemple. L'ISF, lorsqu'il existait, ramenait quelques milliards d'euros. D'accord. Bon, on essaie de rétablir une espèce d'ISF, modernisé sur le patrimoine. Sur la fortune immobilière. immobilière. Quand vous cherchez 120 milliards d'euros et que l'essentiel du débat porte, même si d'ailleurs sur le fond, je dirais le fait que des ultra-riches ne payent pas suffisamment en pourcentage, payent moins en pourcentage de leurs revenus que vous et moi, ça me choque. Bon, pourtant, je suis un homme de droite. Mais c'est une autre chose que le patrimoine. Reste que quand on se concentre et qu'on passe 90% du temps télé à discuter de 5 milliards d'euros alors qu'il faut en trouver 150, on voit bien que c'est toujours les mêmes débats. C'est comme les avantages des premiers ministres. Effectivement, c'était à faire. Enfin, c'est 4 millions d'euros. Donc, il faut mais c'est aussi un symbole. Non, mais je sais, mais sauf que les symboles, ils ne font pas manger. Et à un moment donné, il faut dire la vérité aux Français, c'est qu'on peut faire des actes symboliques, mais ce n'est pas ça qui réglera le fond du problème. Et ayons le courage, pour la droite, de dire qu'il y a un problème d'égalité et de justice sociale. Ayons le courage à gauche de reconnaître que nous avons un problème de la dette et de finances publiques. Une fois qu'on aura ce courage, assumons le fait que pour redresser ce pays, c'est pas vrai, ça ne va pas pouvoir se passer en disant à aucun moment on touche à rien. C'est forcé. Voilà. Et d'ailleurs, les experts. Ça veut dire que la droite est prête à accepter, par exemple, dans les lignes rouges de la gauche, il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme des retraites, il y a la taxation des hauts revenus. Ça veut dire que la droite, elle est prête aussi à faire des efforts sur ça. Ça veut dire que la droite, elle a des lignes rouges notamment. On considère, si vous voulez, que c'est quand même incroyable de commencer par les augmentations d'impôts. Enfin, quand vous voyez la mauvaise ventilation des dépenses, d'accord, et la comparaison avec d'autres pays, on voit bien qu'il y a des secteurs où on pourrait effectivement essayer d'améliorer les choses. Bon. Et je dirais, et c'est aussi une question de paresse intellectuelle. Quand vous commencez par dire, bon, on évite d'avoir un débat sur les dépenses, on va trouver de l'argent magique à côté. D'abord, vous ne trouverez pas 150 milliards d'euros d'impôts, c'est-à-dire la moitié du budget de l'État, c'est pas possible. Et puis deuxièmement, au moins, vous aurez un débat sur l'efficacité, sur l'évaluation des politiques publiques. Et honnêtement, il y aurait matière à. Voilà. Fabienne Rouchier est très énervée par vos propos. Je vous sens très agacée. Non, je ne suis pas très énervée. Oui, enfin, un petit peu agacée d'entendre un certain nombre de choses, peut-être. Mais bon, moi, je représente un certain nombre de travailleuses et de travailleurs, donc je ne parle pas en mon nom. Quand vous parlez de la taxe Zucman en disant que c'est quelque chose qui risque d'être inefficace, etc., c'est quoi la taxe Zucman? C'est taxer les patrimoines
qui vont dépasser 100 millions d'euros net. 100 millions d'euros, c'est 500 appartements, 500 logements à 200 000 euros. C'est beaucoup. À quel moment c'est de la spoliation, comme on a pu entendre le dire Bernard Arnault? Jamais. Puisqu'il faut quand même bien que tout le monde puisse contribuer dans ce pays. Il ne nous semble pas que ce soit, en tout cas pas au même niveau que l'ensemble de la population, ce que font les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines. Donc il y a quand même peut-être des choses à essayer de voir de ce côté-là. C'est une question de justice sociale. Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de justice fiscale, oui, ne dit pas qu'on contribue à hauteur du patrimoine, on contribue à hauteur de ses revenus, de ses ressources. Oui, c'est ça. Mais le patrimoine, il continuera à augmenter, celui qui restera. Oui, au-delà des non, mais les recettes, vos ressources, d'euros. votre revenu, il a déjà été taxé. Il continue à augmenter de 8% par an depuis très longtemps. Et on est passé de 80 milliards pour les 500 plus grandes fortunes en France en 1996 à 1200 milliards aujourd'hui, c'est 42% François du Cormier. PIB. Non mais pardon, d'abord je pense que j'invite nos concitoyens qui nous regardent à lire aussi d'autres études que les vôtres. Si je voulais faire un clin d'œil, ce sont celles d'experts tout à fait reconnus, monsieur. Oui, nous en avons d'autres. Si vous voulez avoir des syndiqués, il faut des salariés. Donc nos sources. Tout à fait. Si vous voulez des syndiqués, il faut des salariés. Pour des salariés, il faut aller vers le plein emploi. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Tout à fait. Par exemple, nous sommes en train de relancer la réindustrialisation de notre pays, la recherche de souveraineté, et notamment à travers l'industrie de défense. Eh bien, moi, mes PME sous-traitantes dans l'industrie de défense, elles ont besoin d'acheter des machines pour pouvoir répondre aux commandes. Pour acheter une machine qui coûte 500 000, 1 million d'euros, il faut du capital, il faut des investisseurs. Donc, oui, pour une meilleure justice fiscale, mais non pour aller chercher l'argent vers ceux qui sont capables d'investir dans le tissu industriel. C'est notre intérêt à tous, y compris parce que aller vers le plein emploi, madame, c'est permettre de trouver des revenus pour notre modèle social, pour l'assurance chômage, pour l'assurance retraite, pour nos hôpitaux publics, pour des questions de sécurité, parce que c'est ce que nous demandent les Français. Ils ont besoin de plus de policiers, ils ont besoin de plus de magistrats, ils ont besoin de plus d'infirmières, de plus d'aides-soignants. Et nous avons aussi besoin, moi je suis partisan d'une grande loi de programmation scolaire, nous avons besoin de mieux payer, de mieux former nos enseignants. C'était tout l'objet du débat que nous avons eu juste avant. Je sais, et j'en profite pour saluer la communauté éducative qui est meurtrie aujourd'hui, et je suis avec eux. Alors, mesdames, messieurs, un détail vous a peut-être échappé. On dit beaucoup que Sébastien Lecornu s'occupe du quoi avant de s'occuper du qui. Mais il s'est bel et bien occupé du qui. Ce sont les coulisses de Lou Fritel. Tout de suite. Parce que hier, mardi, le journal officiel a publié, figurez-vous, la liste complète du cabinet de Sébastien Lecornu. Et Lou Fritel, il y a une donnée à retenir, c'est que les 2/3 de ses conseillers étaient déjà des conseillers de François Bayrou. À défaut d'avoir un gouvernement, eh bien on va s'intéresser un peu à l'armature du cabinet de Sébastien Lecornu. Et oui, effectivement, Adeline, c'est une liste resserrée de 41 conseillers sur 66 sous François Bayrou, mais 25 déjà en poste. C'était quand même pas la volonté de Sébastien Lecornu au départ. Lui promettait au contraire de réformer en profondeur cette structure. C'est la faute à 2 raisons. La première, l'instabilité gouvernementale. Qui, selon ce qu'on m'a dit, qui quitterait son job pour un CDD de 3 mois? C'est vrai qu'objectivement, ce n'est pas forcément la place qu'on a envie de prendre. C'est le 4e Premier ministre en 1 an. La seconde, ah oui, pardonnez-moi. Et effectivement, on retrouve autour de lui, dans cette armature, quand même Louis Marguerite, par exemple, qui est son directeur adjoint de cabinet, qui, lui, était un ancien député Renaissance. Il a été directeur adjoint de Bruno Le Maire à Bercy et celui de François Bayrou également. Pas beaucoup de renouveau, contrairement à ce qui pouvait être promis au départ. Il y a aussi la question de récompenser la loyauté. Et c'est vrai, on peut penser, en tout cas c'est ce qui m'a été aussi rapporté, dans un moment d'instabilité pour le pays, c'est lui qui veut donner l'exemple inverse, justement. Et ainsi, on retrouve autour de Sébastien Lecornu des personnes venues de l'hôtel de Brienne, mais d'autres qui l'avaient aussi suivi depuis les Outre-mer, ou même depuis le département de l'Eure. Donc on pense par exemple à David Carmier, qui est son conseiller spécial, il était déjà aux armées. Victoire Perrin, qui est chef du pôle communication, c'est l'une des seules finalement qui est un peu connue par les autres cabinets des ministres aujourd'hui démissionnaires. Et enfin, le directeur de cabinet, Philippe Gustin, que
j'imagine vous connaissez bien. J'en connais quelques-uns, mais vous savez, je pense que c'est plutôt positif. Moi, quelqu'un qui... Enfin, je ne suis pas là pour le défendre, mais quand vous êtes dans votre carrière suivie depuis plusieurs années, c'est plutôt bien. Ce n'est pas fini. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas fini. Oui, vous parliez de Philippe Gustin. Ce n'est pas fini. Vous parliez de Philippe Gustin, Lou, et ce dernier affiche un profil assez atypique, disons. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un film de militaire. Quand on a accompagné Sébastien Lecornu, c'est toujours pas mal. Il a 65 ans. Il était au départ instituteur. Il a été en poste en France, en Allemagne. Il s'est installé à Budapest avant la chute du mur de Berlin. Il a été en Autriche où il était rattaché à l'ambassade de France. Il est rentré à l'ENA en 99. Il était avec Laurent Wauquiez, notamment, promotion Nelson Mandela. Plusieurs postes en préfecture, plusieurs cabinets de ministres. Et il a rejoint notamment Luc Châtel à l'industrie et à l'éducation nationale. Puis est devenu ambassadeur en Roumanie. Et il dira avoir été renvoyé par les autorités locales car il était de droite. Luc Châtel va compter, c'est lui qui le fait revenir à l'UMP pour devenir secrétaire général du parti, pour remettre à flot un parti justement qui avait subi une petite affaire qu'on connaît bien, l'affaire Big Malion. Et c'est là la rencontre avec Sébastien Lecornu, de là naît une bromance entre les deux. Il le suivra au conseil départemental de l'Eure qu'a présidé Sébastien Lecornu, puis aux Outre-mer et puis aux armées. À un moment, il revient à ses fonctions préfectorales en Ille-et-Vilaine. Il aura surtout cette phrase prononcée à l'issue des manifestations étudiantes qui avaient existé au moment de la loi immigration. L'ultra-gauche gangrène cette ville avec la connivence et le soutien de Rennes 2, c'est l'université locale. Ou encore, c'est une ultra-gauche complètement fanatisée. Ces gens-là sont des terroristes, des gens qui cachent leur visage et qui sèment la terreur. Comment voulez-vous les appeler ? En tout cas, ce qu'on voit dans ce cabinet, Lou, c'est qu'il n'y a pas tellement de profils susceptibles de susciter la confiance des syndicats ou d'une partie de la gauche. Bien peu, effectivement, mais ce serait oublier quand même que Sébastien Lecornu, c'est quelqu'un de droite. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a grandi politiquement avec Emmanuel Macron. 2 entrants notables, toutefois, lesquels pourraient peut-être, en tout cas, vu que ce sont eux qui négocient aujourd'hui, satisfaire quelques-uns des socialistes les plus centristes. Une certaine Virginie Magnan, qui, donc, elle, était chez Paul Christophe lorsque lui a été éphémère ministre des Solidarités sous Barnier, chez Sophie Cluzel, au handicap. Elle a été conseillère région solidaire de Valérie Pécresse, et avant, elle a été avec Martin Hirsch il y a 10 ans, lorsqu'il était haut-commissaire aux solidarités actives dans le gouvernement de Fillon. C'est une femme de droite, mais c'est une femme, en tout cas, qui affiche une certaine touche sociale et liée justement à la santé. La santé, Sébastien Lecornu avait consacré son premier déplacement à Macron à ce sujet-là et promis son plan de santé avec 5000 maisons de santé. Et enfin, le dernier, on en parle aujourd'hui parce que c'est le chef du poste social et que c'est avec lui, notamment, que les syndicats auront à traiter. L'ex-directeur général adjoint, chef chez France Travail, il est énarque, macroniste dit de gauche, car passé chez Elisabeth Borne lorsqu'elle était à l'industrie. Émeric Morin. Industrie, pardon, au transport. Et résultat, bon, ce sont quand même des résultats assez macronistes. Mais pardon, Lou, mais pour le grand public, c'est vrai qu'on ne connaît pas ou peu les cabinets ministériels. Les membres de ce cabinet jouent un rôle prépondérant auprès du Premier ministre ? Alors quand même, il faut bien avoir en tête une chose, c'est qu'il y en a 10 ou 15, toujours, qui sont les plus politiques, qui sont ceux qui impulseront une ligne. C'est eux qui sont à Matignon. Ceux qui sont plutôt techniques sont dans des annexes, souvent en face d'hôtels de Matignon. Mais lorsque vous avez une matrice idéologique qui est plutôt de droite ou de centre, comment vous faites pour changer justement votre ligne. Pour penser contre vous-même. Penser contre vous-même et essayer d'aller attirer de nouvelles personnes qui pourraient demain avoir de précieuses voix en cas de motion de censure. Merci Lou Fritel, grâce à vous, on connaît le cabinet de Sébastien Lecornu, à défaut de connaître son gouvernement. Ou son cravatier. Ou son cravatier, mais peut-être... Vous avez des infos. En tout cas, il n'a plus de pouce-fauteuil, ça c'est une certitude. François Cormier-Bouligeon, c'est pour quand le gouvernement ? Écoutez, ça va arriver dans les jours qui viennent, et tant mieux parce que... Ça nous rassure, c'est pas dans les jours passés. Oui, forcément dans les jours qui viennent, mais... Tautologie. Non, ce qui compte, c'est la feuille de route. Voilà, il faut un gouvernement, une feuille de route, un budget pour le pays, et enfin du dialogue, plutôt que le chaos et la discorde. Est-ce que vous nous confirmez que le Premier ministre présenterait ses propositions d'ici vendredi ? Non, moi, je ne peux pas confirmer à la place de Sébastien Lecornu. En tous les cas, moi, je salue l'exercice. Je crois que c'est la première fois sous la Ve République qu'un Premier ministre nommé prend autant de temps pour discuter avec tous les acteurs politiques et syndicaux pour trouver un budget et des réformes pour la France. Je pense que c'est une belle méthode. Il cite souvent
Pierre Messmer, dont il s'inspire. Pierre Messmer, ça a été d'abord un grand Français engagé pour la libération de la France, ça a été un grand ministre des Armées et ça a été un grand Premier ministre qui a lancé des travaux, notamment sur le nucléaire militaire et civil, dont nous bénéficions encore. Enfin, Sébastien Lecornu, c'est celui qui a fermé le programme de Fessenheim. Donc, non. Si, quand il était secrétaire d'État. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus en débattre ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Vous ne bougez pas tout de suite, c'est Bourbon Express. Bourbon Express, chaque soir à 20h30, c'est le journal du Palais Bourbon avec Marco Pommier ce soir. Bonsoir Marco. Bonsoir Adeline. On commence avec un sujet qui touche directement des millions de Français, les loyers. Oui, un rapport parlementaire a été rendu public aujourd'hui sur l'encadrement des loyers. Vous savez, c'est ce dispositif qui permet de limiter le prix des locations. Alors, petit rappel, ce dispositif, il est expérimental depuis 2018, testé dans 72 collectivités. Mais ce dispositif, il doit prendre fin en novembre 2026. Alors, stop ou encore? Eh bien, encore, Adeline. En tout cas, c'est ce que défendent la députée macroniste Anaïg Lemeur et le socialiste Iñaki Echaniz, qui ont mené cette mission d'évaluation, une alliance transpartisane. On en trouve des compromis. On en trouve quand même, comme quoi l'encadrement des loyers, ça peut mettre beaucoup de monde d'accord, sauf peut-être les propriétaires. On écoute les deux députés. Au cours de nos auditions, nous avons constaté que l'ensemble des communes qui l'ont mis en place, qu'elles soient de gauche, de centre, ou de droite, se félicitent de la réussite et de l'impact de l'encadrement des loyers sur leur territoire, et ils demandent tous, de façon unanime, la possibilité de pouvoir pérenniser l'encadrement des loyers. Un succès, donc, un exemple d'ailleurs avec la ville de Paris. Entre juillet 2023 et juin 2024, les loyers étaient en moyenne 8% moins chers grâce à l'encadrement. Les deux députés proposent donc de pérenniser le dispositif et de l'étendre à toutes les villes en zone tendue et leurs communes limitrophes. Mais attention, encadrer, ce n'est pas baisser les loyers, c'est juste freiner la hausse. Changement de décor, Marco, direction Avignon, où le député insoumis Raphaël Arnaud s'est invité sur un parking d'hôpital. Oui, regardez sur ces images, Raphaël Arnaud à la rencontre des syndicats sur le terrain pour illustrer son combat, rendre tous les parkings des hôpitaux gratuits pour les patients et le personnel. Il a déposé une proposition de loi en ce sens, car aujourd'hui, se rendre à l'hôpital pour une consultation ou pour voir un proche malade d'ailleurs, ça peut devenir une véritable épreuve pour le portefeuille. Écoutez Raphaël Arnaud. Il y a une personne très récemment, un homme qui a dû payer plus de 200 € de parking d'hôpital à Avignon parce que tout simplement il était au chevet de sa femme qui était en train de mourir. Donc ça montre bien, encore une fois, ça montre bien de l'absurdité que ça peut être que cette privatisation des hôpitaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait il y a encore à peine quelques années, c'est on disait attention avec ces coupes budgétaires de l'hôpital, c'est pas seulement qu'on dégrade le soin, c'est pas seulement qu'on dégrade l'accès aux soins, c'est qu'en plus de ça, c'est les Français et les Françaises qui vont payer plein pot ces coupes budgétaires, preuve en est, puisque les gens aujourd'hui payent plein pot sur les parkings des hôpitaux. Vrai sujet, les parkings payants des hôpitaux. On va parler football maintenant, Marco, parce que vous avez, semble-t-il, un pronostic pour le match de Nice face à la Roma ce soir en Ligue Europa? Non, je ne me risquerai pas. Je vais plutôt vous parler des supporters du Racing Club de Strasbourg. Depuis l'été 2023, ils sont en colère contre, regardez, sur cette banderole, la multipropriété. Message adressé aux propriétaires de leur club, le consortium américain Blueco, le même qui possède le club londonien de Chelsea. Alors pour Strasbourg, on se dit que c'est Byzance financièrement et que sportivement, c'est le succès assuré. Oui, mais voilà, quand on appartient à un multipropriétaire de club, les premiers joueurs, en tout cas les joueurs les plus talentueux, peuvent partir beaucoup plus facilement. C'est le cas du capitaine du club strasbourgeois, Emmanuel Emega. Il va plier bagage, direction donc Chelsea en 2026. Alors ça ne plaît pas du tout aux supporters et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pour le député Éric Coquerel, la multipropriété, c'est une dérive du football professionnel. 10 clubs sur 19 en Ligue 1 sont concernés et l'insoumis, il veut siffler la fin de la partie. Donc si on n'arrête pas ça maintenant, il est fort probable qu'en réalité, ce qui aujourd'hui structure une partie du football, à l'avenir structure tout le football. C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver avec 10, 15 multipropriétaires qui sont propriétaires de fait de la plupart des clubs ayant une quelconque importance au niveau européen et français.
Éric Coquerel, qui veut proposer aussi un carton rouge sévère pour les multipropriétaires qui ne joueraient pas le jeu, une amende équivalente à 2% de leur chiffre d'affaires mondial et l'exclusion de leur club des compétitions. Alors sur le papier, pourquoi pas, mais l'Assemblée a-t-elle vraiment les moyens de changer les règles? C'est toute la question. Une taxe Zuckman dans les clubs de foot. Exactement. Merci beaucoup Marco, merci à nos invités de ce soir et merci à vous de nous avoir suivis dans Chaque Voix compte qui revient demain à 19h30. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Gracien et des Badoc. À demain pour Chaque Voix compte. Bonne soirée.